Je trouve que ça nous a aidés, ça nous a permis de nous découvrir aussi nous-mêmes, de savoir un peu qui on était à l'intérieur de nous. Mots parleurs, un podcast de lecture à voix haute à l'hôpital. Saison 3, épisode 12. Nous sommes dans la salle de staff du service de nutrition clinique de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Dans cet épisode, vous entendrez Adelis, Camille, Gilliane, Jade et Sixtine. Elles se sont réunies au printemps 2025 lors de plusieurs ateliers animés par Ivan Clément afin de lire et commenter des extraits du livre Le Zèbre de Alexandre Jardin aux éditions Gallimard. Ensemble, elles ont donné voix à cette œuvre. Mots parleurs est une série d'ateliers de lecture à voix haute avec la participation d'adolescents et d'adultes à l'hôpital partout en France. Ça m'a permis de lire à nouveau à voix haute sans avoir honte auprès d'autres personnes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait toujours à l'école, mais après on lit à voix basse tout seul. On partage plus ensemble. Ouais. Et non, c'était super intéressant. Pour cette 3e saison, le projet Mots parleurs fait entendre des œuvres de littérature en lien avec la thématique de la rencontre. Je dirais même qu'on a été nous-mêmes un petit peu sauvages dans notre manière de l'aborder. Puisqu'en fait, on s'est senti complètement libre de choisir des passages qui nous parlaient plus que d'autres, de les décliner à l'infini. Donc on a nous-mêmes finalement été un peu des femmes sauvages. Ce projet est une proposition originale du Centre national du livre en partenariat avec l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Le Zèbre d'Alexandre Jardin. Alors, c'est l'histoire de Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, qui en fait 15 ans après avoir épousé Camille, sa femme, décide de ressusciter l'ardeur des premiers temps de leur liaison, en gros. Et en fait, le zèbre est un drôle d'oiseau, malgré tout, qui utilise des subterfuges et des idées assez rocambolesques en fait pour arriver à ses fins. Nous, avec l'équipe, avec les filles, on a fait focus sur du coup Camille, sa femme, et l'évolution du personnage dans sa quête de femme sauvage et dans ce qu'elle découvre chez elle, de là où elle part dans son quotidien après ces 15 années avec ses enfants et son mari, et là où elle arrive, lorsqu'elle se redécouvre femme sauvage, femme passion, femme libre, femme spontanée, tout ça. Du coup, on a fait tout ce cursus-là ensemble avec les filles. Alors, on va attendre que Lola arrive. Bon, et du coup, coucou les filles, je suis trop contente de vous retrouver pour notre dernière séance. Donc, on était en train de faire un petit tour de table pour savoir donc qui avait fini le bouquin ou pas. Donc, Sixtine, toi, tu l'as fini. Oui. Jade, Adelis, pas encore. Donc, on va spolier, je sens un peu les trucs. Et Gilliane et Camille, oui, du coup. Et toi, Lola ou pas? Non, hein? Non, je n'ai pas fini. D'accord. Quel effet ça vous a fait, la fin? Moi, je m'y attendais un peu. Et ouais. On reste un peu sur notre fin, justement. On est un peu dégoûté, quoi. On a envie que cette dernière supercherie, ce soit une vraie supercherie et que ce soit pas la réalité, quoi. C'est un peu triste. Voilà. C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu triste, j'ai trouvé. Alors, du coup, Adelis et Jade ne savent pas de quoi on parle. C'est le suspense. On vous dit, du coup, la fin. Qui est-ce qui se lance? Moi, je peux dire. Ouais, allez, vas-y, Gilliane. Alors, comme elle a dit, la fin, on s'y attendait un petit peu, puisque, en gros, le Zèbre et Camille, ils se sont séparés. Enfin, Camille, elle est partie, puisqu'elle n'en pouvait plus de tous les stratagèmes du Zèbre. Et le Zèbre, il a essayé de reconquérir Camille, sauf qu'au début, ça n'a pas marché. Et il s'est laissé mourir à petit feu. Sa santé s'est dégradée, il a perdu beaucoup de poids. Et ses enfants qui faisaient l'intermédiaire entre lui et sa mère, ils l'ont informé qu'il était dans un état vraiment pitoyable. Et au final, il est décédé. Et jusqu'à la fin, Camille a voulu croire que c'était une supercherie, que c'était encore un stratagème qu'il faisait, qu'il laissait croire qu'il était mort, mais qu'en fait, il était en vie. Sauf qu'au final, il était bel et bien mort. Et voilà. Il était bel et bien mort. Et si je peux ajouter à ça, c'est exactement ça. Et en fait, il
il laissait croire à Camille aussi que c'était peut-être une supercherie. Donc du coup, voilà, il laisse croire à Camille jusqu'à la fin qu'il est pas mort. Et au final, un jour, il lui dit que voilà, ce sera le dernier message qu'elle aura de lui. Et voilà. Et ensuite, elle se dit, je vais faire mon deuil. Et elle décide d'écrire à son tour un livre et comme une première lune de miel. Et la boucle est bouclée. Et aussi, par rapport à notre suspense quand même de l'inconnu. Et oui. J'allais y venir. L'inconnu, c'est le zèbre. Et oui. Donc j'avais raison depuis le début. Voilà. Au tout début du livre, j'avais un doute, j'avais une suspicion en me disant que le zèbre, c'était l'inconnu. Donc le zèbre, c'est Gaspard dans le bouquin. Et donc il est surnommé le zèbre. Et en fait, c'est lui l'inconnu, c'est lui qui faisait toutes ces supercheries et pas Benjamin. Voilà. Bon, là où nous, du coup, nous, dans nos ateliers, en fait, on avait un peu commencé en lisant, en découvrant ensemble l'histoire. Et ce qui s'est un peu tissé, au début, on était parti sur le thème de la rencontre, qui est un peu parti dans un autre sens, l'air de rien. On a pris le chemin vers Camille, en fait, cette rencontre vers Camille. Et au gré, en fait, de nos séances, on a un peu rencontré, enfin, ce qu'on a appelé entre nous la femme sauvage. Voilà. La femme sauvage. Pourquoi ? Parce que du coup, on a... Comment est-ce qu'on peut dire ça ? On a identifié en fait des traits chez Camille, donc qui est la personnage principale avec le zèbre, qui correspondent à tous les adjectifs qu'on utiliserait pour décrire une femme sauvage. Donc, qu'est-ce qu'on avait mis ? On avait mis une femme indépendante, libre, imprévisible, lunatique, impulsive, authentique, fonceuse, etc. Et en fait, dans le livre, on essaye de retrouver ça avec, chez Camille, dans ses actions, dans ses paroles, etc. Et on a d'ailleurs sélectionné des passages qui correspondent à ça. Et on a un peu aussi vu son évolution entre la mère de famille, après 15 années de mariage, où elle est un peu rentrée dans quelque chose d'un peu plus plan-plan, quoi. Son quotidien n'est plus vraiment aussi passionné que ce qu'il était, mais elle, quelque part, elle s'en accommodait. Pas le zèbre, mais après, au fur et à mesure quand même, avec toutes ces histoires de lettres anonymes, elle finit par retrouver un peu une espèce d'instinct et de passion caché au début, qui après, en fait, finit par se découvrir. Et c'est là où nous, on a un peu tissé, l'air de rien, aussi nos séances dans ce sens-là. Voilà. Et là, en gros, c'est notre dernière séance et on va faire encore... on va aller jubiler avec Camille jusqu'au bout du bouquin. Voilà. Ça vous dit ? Ouais. Hein ? Alors, du coup, si on commence... Est-ce que ça vous dit qu'on se chauffe un peu avec les quelques petites phrases qu'on déclinait un peu Ouais. Ça vous dit ça ? Ouais. Donc, on avait celui de la page 40. Bon, on va juste un peu se réchauffer, lire à blanc, ok ? Et ensuite, on va refaire nos mêmes techniques. Quelle émotion va derrière ? Où est-ce qu'elle se situe dans le corps ? La voix ? Où est-ce qu'elle se situe aussi ? Comment est-ce qu'on l'appréhende ? Ok ? D'accord. C'est le passage avec les soirs, c'est ça ? Oui, les soirs, oui. D'accord. Page 40. Qui est-ce qui s'y colle ? Allez. Les soirs où il invoquait Bacchus, il se jurait qu'il irait un jour couper les couilles du claque-mâchoire mâle avec des pinces minuscules. Car, selon la rumeur, l'intéressé était doté de parties lilliputiennes qui ne lui permettaient pas d'honorer convenablement sa compagne. Ok. Alors, on va reprendre. Rappelez-vous, respiration avant et on les liaisons aussi et dans le corps. Où est-ce que ça se situe ? Quelle est l'émotion qui est derrière ? L'émotion derrière, du coup, t'es toujours branché sur la colère ? Ouais. Alors, où est-ce que tu la situes aujourd'hui dans Là, ton corps ? dans le ventre. Dans le ventre. Un peu dans la gorge Un aussi. peu dans la gorge, ok. Alors, vas-y. Pareil. On y va. Tout ensemble pour être avec Camille aussi. L'oral du ventre. Ok. Allez, vas-y. Avec ça, tu reprends. N'oublie pas les débuts et les fins. Vas-y.
Les soirs où ils invoquaient Bacchus, ils se juraient qu'ils iraient un jour couper les couilles du claque-mâchoire mâle avec des pinces minuscules. Car, selon la rumeur, l'intéressé était doté de parties lilliputiennes qui ne lui permettaient pas d'honorer convenablement sa compagne. Ok. Comment tu sens là? Est-ce que tu sens la colère ou pas? Plus le fait que je lui raconte avec un peu de rage, un peu le seum. Un peu d'amertume, un peu Un peu d'amertume, un peu le seum, tu vois. Comme si la colère était contrôlée plus. Oui. Une colère contrôlée. Qui veut un peu essayer? Moi, Allez, vas-y. toujours dans le même, avec la même intention. Comme tu veux. Tu veux faire colère? Comment tu te sens? T'es plus colère ou t'es plus une autre couleur aujourd'hui? Je suis d'une autre couleur, mais je peux faire de la colère. Ouais, allez, vas-y. Les soirs où ils invoquaient Bacchus, ils se juraient qu'ils iraient un jour couper les couilles du claque-mâchoire mâle avec des pinces minuscules. Car, selon la rumeur, l'intéressé était doté de parties lilliputiennes qui ne lui permettaient pas d'honorer convenablement sa compagne. Oui, c'est ça. Alors, C'est un peu plus ironique en on fait. sent le côté un peu espiègle, mais refait, tu vois, et vraiment comme si, tu vois, comme quand tu balances un truc un petit peu par derrière. Les soirs où ils invoquaient Bacchus, et c'est assez jouissif, tu vois, c'est un peu comme si tu délivrais un petit secret, tu vois, t'as pas trop le droit, mais tu le fais parce que putain, ça titille derrière. Ça, quoi. oui. Tu vois, Ça vaut allez, le vas-y. coup, quoi. Les soirs où ils invoquaient Bacchus, ils se juraient qu'ils iraient un jour couper les couilles du claque-mâchoire mâle avec des pinces minuscules, car selon la rumeur, l'intéressé était doté de parties lilliputiennes qui ne lui permettaient pas d'honorer convenablement sa compagne. Ouais. Qui est-ce qui... Gillian? Si je peux. Ah, bien sûr. Vas-y. Je fais Alors- l'émotion que je veux. Ouais, choisis, mais par contre, tu nous dis avec laquelle tu pars, où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui en toi? Je peux essayer la tristesse. La tristesse, ok. Où est-ce que tu la situerais? Là? Ici, Ok. ouais. Alors vas-y, respire là, à cet endroit-là. Et dans la bouche aussi. Dans la bouche aussi. D'accord. On essaie direct. Vas-y. Moi aussi, se répétait-il, ahuri d'être fait du même bois que tout le monde. Pas moyen de s'élever un peu au-dessus de la condition humaine, gluante et veule. Ah, rêve d'une existence où on serait moins soumis à notre nature, plus maître à bord, plus près du sublime. Tristesse de n'être qu'un teckel à fleur de sol. Merci. Qui essaie avec notre émotion? Moi, je veux bien. Allez, tu choisis quoi, Sextine? Culpabilité, joie, tristesse. Enfin, tiens, regarde, on a aussi les... Joie, peut-être. Joie? Allez, Ouais. vas-y. Moi aussi, se répétait-il, ahuri d'être fait du même bois que tout le monde. Pas moyen de s'élever un peu plus au-dessus de la condition humaine, gluante et veule. Ah, rêve d'une existence où l'on serait moins soumis à notre nature, plus maître à bord, plus près du sublime. Tristesse de n'être qu'un teckel à fleur de sol. Et du coup, le sens change complètement. Complètement. Enfin, il a pété les plombs, quoi. Oui, c'est ça. Le truc, il est On sent content. qu'il a pris le truc totalement à l'envers, quoi. Ouais. Ouais. Bon, vous sentez dans votre corps comme du coup, en fonction de là où vous placez la voix et tout ça, l'émotion, elle varie aussi. Vous êtes maître de votre instrument, vous voyez? Et en fonction de là où ça part, ça raconte des histoires différentes. C'est là où du coup, on peut s'amuser avec les nuances, quoi. Bon, ben c'est top. On continue? Oui. Jade, comme tu n'étais pas là, si tu veux bien, moi j'avais pris celui, c'était le 22, la page 22, pardon. Ok. Elle ne soupçonnait pas encore la violence du typhon qui allait bientôt s'abattre sur son existence, paisible et réglée de professeur de lycée. Le zèbre était décidé à tricher avec la réalité en jouant. Il redistribuerait ainsi les cartes à sa guise et s'efforcerait de barrer la route à la fatalité. Aucun grand héros de roman, de cinéma ou de théâtre ne l'avait précédé sur le difficile chemin dans lequel il s'engageait. Roméo séduit une Juliette qu'il ne connaissait pas. Julien Sorel enflamme une inconnue qui portait déjà le nom de Monsieur de Rênal et Love Story reprend l'histoire d'un amour naissant. Tous se contentent de conquérir une femme qui surgit dans leur existence. Mais reconquérir la sienne, après 15 ans de mariage, aucun séducteur imaginaire de renom ne s'y risque.
Et c'était bien là ce qui tourmentait le zèbre. Car si Shakespeare, Stendhal et les plus grands auteurs se sont gardés d'aborder le thème de la reconquête, ce doit être parce qu'elle est impossible. Cette réflexion achevait de l'accabler. Mais il aimait Camille avec trop de passion pour renoncer à son dessein. Seuls des procédés exceptionnels lui permettraient de réussir là où l'humanité ne connaît que le naufrage, pensait-il. Ouais. Vous vous rappelez là ? Qu'est-ce qui se raconte du coup dans ce passage ? Il explique que tous les plus grands auteurs ont toujours écrit sur la conquête amoureuse, mais que rares sont les auteurs à avoir abordé la reconquête amoureuse. C'est-à-dire quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on aime déjà, le reséduire, une re-rencontre en fait, de nouveau. Et du coup, c'est aussi donc un peu l'introduction de nous, ce qui nous intéressait, c'est-à-dire qu'on va voir à quelle sauce Camille va être mangée, en gros. Donc là, c'est un peu le début de toute la duperie va finir par faire le zèbre et de tous les stratagèmes qu'il va mettre en place. Ouais. Donc là, nous, on est dans la confidence. Voilà. Et ensuite, on va aller doucement vers Camille. Nous, c'était un peu vers ça qu'on tendait aussi, c'est la rencontre avec Camille, en fait, plus qu'avec le zèbre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se faire pour voir un peu Camille ? Toi, qu'est-ce que tu avais sélectionné, Gillian ? Du coup, c'est quel passage ? Ce sont des passages après ce qu'on avait lu ? Parce que nous, on s'était arrêtés ensemble à la page 72. Ouais, moi, c'est après, c'est des passages après. Ouais. Tu veux nous en lire un ? Je veux bien. Est-ce que c'est lié à Camille aussi ? C'est un dialogue entre le zèbre et Camille. Ok, go, vas-y. C'est la page 114. 114. Alors désespéré, le zèbre entr'ouvrit son cœur en s'imaginant être authentique. T'es-tu demandé quel aiguillon m'a poussé à agir comme je l'ai fait ? Pourquoi je n'ai reculé devant rien ? Parce qu'il y a 6 mois, je t'ai retrouvé exsangue à l'hôpital. J'ai compris alors qu'il y avait urgence à s'aimer avant que la mort ne nous sépare. Depuis ce soir-là, chaque fois que tu t'endors, j'ai l'impression que tes yeux ne vont plus se rouvrir. Chaque fois que tu me quittes, je me dis que c'est peut-être la dernière fois que je te vois. Je sens ta vie suspendue à un fil. Sais-tu seulement que je collectionne tes ongles et tes cheveux pour conserver des preuves de ton passage sur Terre ? Sais-tu pourquoi j'ai fondu nos 2 mains en plomb ? Pour qu'elles restent unies à jamais. Stupéfaite, Camille recula d'un pas. Tandis que le zèbre jouissait, malgré la gravité de la situation, de lui avoir révélé son comportement clandestin, ainsi que les sentiments qu'il s'efforçait de nourrir depuis des mois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors dans cette séquence ? Je trouve que c'est un extrait très intéressant parce que c'est un résumé un peu de tout ce que le zèbre a fait depuis justement 6 mois et pourquoi il a commencé à faire ça, parce que justement il l'a retrouvée sur un lit d'hôpital et il a eu très peur qu'elle meure et face à cette potentielle mort de sa femme, ça lui a déclenché quelque chose et en fait il a commencé à faire tous ces stratagèmes et tout ce cinéma dans un sens. Donc je trouve que c'est un très bon passage pour résumer tout ça. La rencontre, parce que notre sujet, c'est surtout la rencontre aussi. Et là, c'est la rencontre avec soi-même. Tout comme le passage qu'on a lu auparavant, où il se rend compte que lui aussi, comme le plus commun des mortels, il peut être infidèle. Il se découvre en fait lui-même. Donc on peut détourner le thème de la rencontre à la rencontre de soi, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Bon, super. Du coup, est-ce que tu veux nous en partager un autre ou alors est-ce qu'on peut lire si vous voulez. Hein ? Si vous avez un passage que... moi j'ai, attends, il y en avait un. C'était, c'était La Salope. Oh, celui-là, on l'avait bien aimé. Page 57. C'est un petit passage travaillé qui est assez chargé en émotions. Oui, ok. Ok ? Vas-y. La salope, répéta Gaspard avec une animosité sourde dans laquelle Camille voulut voir une confirmation de ses craintes et donc de ses désirs. La fureur du zèbre était à ses yeux la preuve qu'il avait déniché des lettres où s'étalait l'amour d'un autre. Un sentiment mélangé animait Camille. Elle jubilait de savoir que l'inconnu était bien Benjamin et redoutait la réaction de Gaspard. Comme il s'obstinait à faire semblant de lire son journal, Camille se retourna et, les poings sur les hanches, se planta devant lui. « Allez, sors-les !»« Quoi ?» répondit Gaspard interloqué.
Voilà. Qu'est-ce qui se passe là dans ce passage? Et qu'est-ce que ça nous raconte sur Camille là, du coup? Là, on voit Camille qui dit elle jubilait de savoir que l'inconnu était bien Benjamin et redoutait la réaction de Gaspard. Donc là, on se rend compte que Camille, elle est juste persuadée que c'est Benjamin l'inconnu et pas son propre mari. Et ça lui plaît. Et en même temps, elle en a peur. Parce qu'elle se dit, bah merde, si c'est bien Benjamin et que lui, il a trouvé les lettres, je suis foutue. Je suis foutue, bah ouais. Je suis grillée. Mais elle s'imagine pas une seconde que l'inconnu, ça peut être son mari à ce moment-là. Aussi où elle se rend compte que elle apprécie en fait vraiment ses lettres et qu'elle est vraiment attachée en fait à ses lettres. Et donc là encore, c'est une rencontre de soi, puisqu'elle s'imaginait pas être une femme sauvage. Ouais, et puis sauvage. Et puis, j'allais dire une femme adultère, c'est pas une femme adultère, mais c'est une femme qui retrouve. Elle frôle quand même avec l'adulte. Voilà, elle est dans le fantasme encore. Mais on voit que le personnage, du coup, commence à rentrer dans quelque chose de plus profond, dans son jardin secret qui est de plus en plus profond, et qu'elle commence à laisser vibrer une part d'elle qu'elle soupçonnait pas ou qu'elle a masqué pendant très très longtemps. Mais elle se rend compte que c'est aussi plus vraiment un fantasme, que ça va devenir vrai en fait. Donc elle a peur par rapport aux zèbres, mais en même temps, elle est excitée de savoir ce qui pourrait se passer. Et ouais, c'est ça. On est prête peut-être pour attaquer du coup les dialogues, ça vous dit? Les dialogues, ouais. Comment est-ce qu'on peut introduire ce passage-là? Je trouve que ce passage, il montre bien le caractère de Camille, qui se laisse pas faire et qui, dans un sens, même si elle a de l'amour pour le zèbre, elle en a marre. Elle va pas tout accepter non plus. Ouais. Par amour, elle va pas tout accepter non plus. Et c'est le principe même d'une femme sauvage, je trouve, c'est de n'écouter que ses envies et d'avoir le courage d'écouter ses envies, en fait, surtout. Ouais, ça marche. Super. Donc on part sur une scène un peu de théâtre. Ok. C'est parti. Camille vociféra encore un moment et, exténuée, décida de se coucher. Tu veux bien éteindre la télé, s'il te plaît? Pour toute réponse, elle n'eut droit qu'à une bordée de paix gras et capiteux. Ah non, maintenant ça suffit. En plus, tu es répugnant. Hé, maman! Bêla-t-il. Apporte-moi la bassine pour mes bains de pied. Tu veux aussi ma main sur la figure? Oui, excellent! Parce que chez les vieux couples, la haine est accumulée sur des dizaines d'années. Gaspard, arrête. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Hé, maman! Regarde ça! Dans l'étrange lucarne, une publicité vantait les mérites d'un soutien-gorge et, en guise d'illustration, des seins aux galbes impeccables étaient exhibés sur un fond sonore douteux. Ça me rappelle le bon vieux temps, soupira-t-il. Espèce de macho testiculeux. Maman, le prends pas comme ça. T'as encore de beaux yeux. Les dents, bon, d'accord, elles sont hors d'usage. Mais tes cheveux, ils sont d'origine. T'as pas à te plaindre. Sans réfléchir, Camille attrapa une chaise et le frappa à la tête aussi fort qu'elle put. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette scène? Au fond, c'est une discussion assez classique, assez banale de couple, mais on voit vraiment les deux caractères, c'est-à-dire le zèbre un petit peu dans la provocation et dans une sorte de délire, et Camille qui arrive plus à jouer le jeu et qui est saoulée et qui est lassée, et comme on a dit au début de la scène, qui montre qu'elle est libre et qu'elle est indépendante et que si ça lui va pas plus, elle part, quoi. Elle va. C'est pas une scène d'un couple normal, puisque c'est encore un stratagème de sa part où il lui montre ce que ce serait leur vie peut-être à 70 ans quand ils seront vieux et qu'ils auront plus rien à se raconter. Et il essaye de lui faire une prise de conscience en fait de l'état de leur couple. Donc il va jusqu'au bout du vieux papy, charentaise et compagnie, quoi. Oui, il va dans la provoque, quoi.
Et il va à bloc. Alors, je comprends quand tu veux dire que c'est une dispute, c'est-à-dire que c'est une dispute qui... c'est pas une dispute lambda parce qu'il fait encore des mises en scène un peu hallucinantes. Mais en effet, lui, dans son quotidien, c'est une dispute qui est créée comme une autre. Mais par contre, il va encore loin pour la faire réagir. Et elle, en effet, elle réagit de plus en plus. Là, elle lui en colle une, quoi. Ce qui dit, c'est assez mérité. Mais du coup, c'est un peu l'escalade. Là, on rentre vers encore plus... on découvre encore plus les personnages, leur complexité. Et Camille, qui va de plus en plus vers son côté un peu plus sauvage aussi, comme on pouvait voir. Ok, j'adore cette scène. Alors là, on arrive dans le dénouement. Alors, page 92... Donc en fait, c'est une partie donc, du bouquin où c'est une séquence qui est un peu chaude parce que c'est quand Camille elle va retrouver l'inconnu. Donc là, on est dans le... ils sont à l'hôtel, donc on est vraiment dans le vif du sujet. Et j'ai découpé du coup en 5 séquences, ok, pour que chacune, vous ayez une partie. Donc, on part sur quelle émotion ? La sensualité. La sensualité. Où est-ce que tu la situes aujourd'hui ? Où est-ce que tu la mettrais ? Plutôt là. Plutôt là, d'accord. Alors vas-y, fais-nous la voix qui part de là. Ok. L'inconnu apparut dans l'embrasure, masqué par une cagoule, croyant sans doute maintenir ainsi le mystère de son identité. Cette attention émut Camille. Elle n'en trouva Benjamin que plus troublant. Muet, il avança ses mains gantées et lui noua sous les yeux un épais bandeau noir. Un à un, les boutons pression de son corsage sautèrent avec une exquise lenteur. Frémissante, Camille se laissa dévêtir entièrement. Il ôta ensuite ses gants et frôla ses hanches. Enfin, les belles mains de Benjamin jouaient sur sa peau, arpentant son anatomie du bout des doigts. Sans un mot, il la couvrit de caresses tremblées, interminables et enveloppantes. Camille essaya de le déshabiller, mais il lui fit sentir qu'il pouvait s'acquitter lui-même de cette tâche et s'exécuta. Il la repoussa, à nouveau, quand elle tenta, à tâtons, de l'attirer contre son sein. Elle comprit alors que Benjamin voulait éviter tout contact susceptible de l'identifier. Conciliante, elle renonça à ses velléités de câlin. Ils s'aimèrent 2 fois, d'une manière peu recommandée par les missionnaires. Au prix d'acrobaties palpitantes et scabreuses, ils atteignirent l'un et l'autre les stratosphères du 7e ciel, sans que Benjamin eût jamais pesé sur Camille. Le diable dut y prendre du plaisir. Rassasiée, elle l'entendit remettre ses vêtements et s'éclipser lestement. Après ce corps à corps, elle savait déjà qu'elle succomberait s'il la convoquait à nouveau. Elle était prête à affronter 100 fois les clins d'œil vicelards du patron de l'hôtel et la crasse de la chambre 7 pour retrouver la volupté de ses étreintes aveugles. Seule, elle dénoua son bandeau et enfila son chemisier. Camille découvrait une seconde Camille sauvage, longtemps mise entre parenthèses. Pour la première fois, elle venait de s'éloigner de l'idée convenue qu'elle se faisait de son existence. Elle éprouva un formidable sentiment de liberté qui dépassait de loin la libre disposition de son corps. Le monde lui paraissait soudain plus vaste. Camille s'apercevait avec effroi qu'elle était encore inexplorée, vierge en quelque sorte. Elle n'avait jusqu'à présent joué d'elle-même qu'en suivant des partitions composées par d'autres, sans jamais s'aventurer au-delà de ses peurs. Elle avait soif d'improviser sa vie. C'est top. Bon. Alors après, du coup, c'est vrai qu'autour de la femme sauvage, on est un peu parti sur ça. Mais nous, on a poussé nos petites gueulantes. On a fait un peu. Mais c'est vrai que si on en revient à Camille et à son cheminement, en fait, d'où elle est partie et d'où elle vient, sur quoi vous pouvez conclure, vous ? Moi, je conclue sur le fait que Camille, elle se rend compte à la fin qu'elle aime son mari, quoi qu'il en soit. Malgré tout ses stratagèmes, etc., quand il meurt, ça lui manque. C'est comme si ça lui manquait, ces stratagèmes à la fin. Elle se dit, allez, il m'a fait un dernier coup, en fait, il n'est pas mort. Et en fait, si, il est vraiment mort. Et là, elle se dit, bah mince,
c'est la vraie vérité, quoi. Moi, je trouve qu'on se rend compte aussi que Camille, c'est une femme comme tout le monde, qui demande d'être aimée, qui cherche la passion comme le zèbre, comme Gaspard. Sauf qu'elle avait sa propre vision que le zèbre n'avait pas forcément. Donc c'est ça qui a fait qu'ils divergeaient tous les deux, c'est que les deux s'aimaient, mais ils ne s'aimaient pas forcément de la même façon, avec la même intensité. Et c'est ça que je trouve qui est beau, parce qu'on voit que les deux s'aiment, mais qu'ils ont chacun leur façon bien à eux de le montrer. Et je pense quand même que ce qu'elle a découvert chez elle-même, elle l'aurait pas découvert autrement, et que ça changera à tout jamais sa manière de vivre, parce qu'elle a enfin osé répondre à certains désirs. Alors elle savait pas que c'était son propre mari, mais je pense qu'elle vivra plus jamais de la même manière. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, ils sont complémentaires les deux, parce que lui se rend compte qu'il l'aime après son accident de voiture, et elle se rend compte qu'elle tient vraiment à lui une fois qu'il est malade et à l'article de la mort. Donc en fait, les deux s'aiment différemment, mais en même temps d'un côté de la même manière. Et je trouve ça assez fantastique, assez magique et assez intéressant à analyser. Si on avait pu continuer les séances, ça aurait été top de voir ça. Mais franchement, d'approfondir tout ça. Je pense que c'était top. Et la conclusion, en fait, alors, c'est l'amour, quoi. Ouais. En fait, l'amour triomphe toujours. Mais qu'est-ce que c'est beau, extraordinaire. Oh, bravo. L'épisode que vous avez écouté a été réalisé par des patients et personnels du service de nutrition clinique à l'hôpital Paul Brousse de l'AP-HP, situé à Villejuif. Accompagné par Ivan Clément, Annie Egagnan, Lola Tulzé, Maxime, ainsi que le docteur Mouna Anachi Guidoun. Générique prononcé par Kélia Achibégué, finaliste 2020 du concours Si on lisait à voix haute. Enregistrement des ateliers par Jean-Baptiste Leroux. Montage par Benoît Artaud.